Et bonjour à toutes, bonjour à toutes et bonjour à la maman de Younous Abdelhamid. Bien sûr, l'OGC Nice reprend la marche avant et reprend sa deuxième place du championnat. Victoire 2-1 face au Stade de Reims cet après-midi à l'Alliance Riviera. Alors on enregistre à chaud, hein. On vient de rentrer du stade ou du canapé pour ceux qui étaient devant leur télé et Amazon Prime aujourd'hui. Victoire 2-1 comme je le disais, l'OGC Nice qui reprend la marche avant après une défaite désormais anecdotique à Nantes. 2 buts en plus dans le match pour l'OGC Nice, certes un peu aidé par le gardien rémois, mais beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses positives sur un match qui, tout n'a pas été parfait, notamment offensivement. Mais la récompense est au bout, c'est l'essentiel. Et on a fait fermer la grosse bouche du capitaine rémois. Allez, je suis un peu chaud là d'avoir fait le retour en tram en plus. J'ai eu le temps de devenir bouillant. On va accueillir nos chroniqueurs du jour, bien sûr. On a le plaisir d'avoir Alric. Salut Alric, comment vas-tu? Salut Sky, salut à tous. Je vois que l'émission commence sur des chapeaux de roue, ça va être bien, je crois. Voilà, et les roues, tu en connais quelque chose. Bref, moi, c'était un peu trop introduction peut-être, et dire que c'est le 3e essai quand même, hein, pour lancer cette émission. Il s'étouffe déjà et peut-être qu'il ne tiendra pas jusqu'au bout du match comme la défense du Stade de Reims. C'est Turkel. Salut Turkel, comment vas-tu? Salut Sky, salut à tous, salut Alric. Ça commence très très fort là. Je sais pas si désolé, je vais beaucoup rire dans cette émission. Je pense ça va y aller très très fort, mais ça va. La victoire au bout. Tant mieux d'un côté, hein, on va un peu plus rigoler que la semaine dernière. Hein, je sais pas ce que tu en penses. On le rappelle, de victoire 2-1, 2 buts marqués par Gaëtan Laborde, et ça me fait vraiment très très plaisir de le dire pour son retour dans l'axe de l'attaque de l'OGC Nice. Et puis un but de Jérémy Boga. On peut au moins lui en accorder la moitié de la paternité de ce but, je pense. Voilà. Écoutez, commençons continuons aussi fort que ce qu'on a pu commencer, messieurs. L'OGC Nice donc qui retrouvait l'Alliance Riviera, qui a retrouvé cet horaire de merde dimanche 13h, un stade partiellement plein, du coup on va dire au mieux, mais la victoire, la deuxième place, un scénario au final haletant, et puis une petite odeur aussi de soufre ou de poudre sur le terrain en fin de rencontre. Au final, c'est tout ce qu'on aime à Nice, et je pense qu'on peut dire, même si on s'attachera à décortiquer ce qui n'a pas nécessairement marché sur le terrain, mais nous, en tant que supporters, en tant que spectateurs, on peut dire qu'on a passé un bon après-midi, et c'est un peu le foot qu'on aime quand même. Je pense que oui, parce que le scénario en plus était assez particulier. On a vu un bon visage. On se posait un peu la question après cette première défaite à Nantes, si l'équipe serait capable de rebondir. Elle l'a montré plutôt 2 fois qu'une d'ailleurs, parce que elle a réussi à remporter ce match aujourd'hui en se faisant revenir au score, une fois dans le match, et en reprenant les devants. Pour un premier tour de table, je pense que c'est bien de souligner ça. Il y a une grosse fausse de caractère, et surtout, on reviendra dans le détail après, mais on a vu un visage différent de l'OGC Nice, notamment offensivement, c'était beaucoup mieux. Il y a encore beaucoup de choses à corriger, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu pas mal de mieux. Torkel, du caractère, cette capacité de réaction. On attendait en fait sur ce match de voir si l'OGC Nice allait pouvoir réagir après la fin de sa série d'invincibilité, sa série de clean sheet, tous les records statistiques anecdotiques. Ça, c'est derrière nous. On jouait une grosse équipe de Ligue 1, 5e, 6e avant cette journée-là. Et au final, l'OGC Nice, même en se faisant égaliser dans un temps faible, dans les 20 dernières minutes, réussi à l'emporter et réussi à provoquer sa réussite, qui au final ne l'aura lâché que pour une rencontre. Moi je suis très satisfait, parce que justement la réaction qu'on attendait, on l'a tous dit après le match de Nantes, qu'on voulait voir une équipe qui allait réagir par rapport à cette défaite-là, et je peux dire que moi je suis rassuré entre guillemets, dans le sens où là, on a vu vraiment des hommes sur le terrain qui se laissent pas abattre après un but, même tout aussi injuste l'action soit-elle. Ils ont porté leur coronesse, et puis ils sont allés, quoi. Et ça paye. Et nous, c'est tout ce qu'on aime. C'est des mecs qui se battent sur le terrain, même quand il y a un partout, quand on encaisse un but, c'est pas fini. Et surtout, on a le plaisir de s'être fait de nouveaux ennemis ce soir, cet après-midi, donc c'est merveilleux. Je sais pas, c'est une super après-midi, c'est merveilleux, tout ce qu'on demande en Ligue 1. On n'en avait pas assez, donc on s'est dit, tiens, on va en avoir d'autres. Bien sûr. Reims prend désormais dans nos cœurs la place de Angers, dans les clubs qui ont une plus grosse bouche qu'une capacité à jouer au football. Donc voilà, bienvenue Stade Rémois dans notre Death Note. On est ravis de vous accueillir, et la liste est longue, effectivement. On prendra quand même Junya Ito, parce qu'on l'aime bien, mais après le reste... on attend toujours un joueur japonais, nous, à Nice. Oui. Bon, ça sera peut-être un jour.
ça ne vient pas. Hein. On va envoyer un petit message à Flo Ghisolfi pour dire ça. Écoute, vous le soulignez tous les deux dans votre premier tour de table virtuel. L'attaque, notamment, on a vu des choses différentes. Et je vous propose de commencer par ça tout simplement. Alors, sur le papier, peut-être pas grand-chose de différent. Mofi, Laborde, Boga, on a l'habitude de les voir associés depuis le début de la saison quand les trois sont disponibles. Mais la principale nouveauté, c'était enfin Gaëtan Laborde aligné dans l'axe et Mofi sur ce côté droit où depuis 2 matchs, il montre davantage ses qualités, même s'il n'y a pas toujours la réussite au bout. Mais en tout cas, on le voit davantage sur le terrain et aux avant-postes. J'ai envie de dire enfin, puisque c'est quelque chose qu'on réclamait quand même depuis le mois d'août à peu près, de voir Gaëtan Laborde dans un rôle qui sied mieux à ses qualités. Alors, on ne va pas être de mauvaise foi, en tout cas, si, on va être de mauvaise foi parce que c'est un peu l'ADN de l'émission aussi, mais on va pas l'être au point de dire regardez Laborde dans l'axe comme par hasard, c'est la résurrection. Oui, il y a un peu de ça. Il y a eu aussi des choses en première période innommables et inqualifiables de l'association Laborde-Mofi. Mais voilà, vous le disiez, une nouvelle dynamique devant. Et on a l'impression, dans la lignée de ce qu'on avait vu déjà face à Nantes, que globalement, on a eu un peu plus de mouvement. On les a un peu plus vus, en fait, nos attaquants, même si c'était pas toujours à leur avantage. C'est l'animation qui compte en fait. C'est pas tant le système ou les hommes que tu mets, c'est surtout l'animation que tu proposes avec le ballon. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette première mi-temps, c'est le fait que le ballon tourne un peu moins au ralenti et qu'on aille plus vite vers l'avant. Alors oui, on pourra dire qu'il y a eu des choses qui ont été innommables. Encore qu'innommables, je trouve que le mot est un peu fort, mais clairement... Le centre-tir de Laborde, le centre-tir de Mofi, où je suis avec un pas peu plus capable de de savoir justesse quand est-ce technique. qu'ils ont tiré, quand est-ce qu'ils ont centré. Avec un peu plus de justesse technique, tu mènes 2-0, 2 ou 3-0 et il y a aucun problème. Mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est ça qu'on reprochait à l'équipe depuis de nombreuses semaines. Et c'est ça qu'on a vu se corriger petit à petit. Il y a encore plein de choses à travailler, c'est clair, mais je trouve que le fait d'aller un peu plus vite vers l'avant, moi, Mofi sur le côté droit, de plus en plus, j'adhère parce que il a de l'espace, il propose des choses. Laborde étant dans l'axe, j'ai trouvé un peu plus à l'aise, certes, dans les choix, dans la conclusion, parfois, c'est à se tirer les cheveux que j'ai plus, de toute façon d'ailleurs. mais non, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et je préfère voir ça plutôt qu'une équipe qui ronronne et qui prend le risque de te faire contrer bêtement. Torkel, 15 tirs, 5 cadrés, donc la réussite, la précision, on n'est peut-être pas toujours une équipe chirurgicale, mais en tout cas, il me semble de mémoire que c'était des stats relativement similaires face à Nantes, et on avait buté sur sur le match de sa vie de Alban Lafont. Mais on peut pas dire, on va pas revenir sur ce que disent les gens, les analystes nationaux qui ne regardent pas nos rencontres de toute façon, mais on voit, et j'ai l'impression quand même que depuis quelques semaines, l'attaque de l'OGC Nice est certes toujours aussi maladroite, mais comme le disait Alric, et comme je le disais tout à l'heure, on a quand même l'impression que niveau animation c'est mieux, qu'on se procure davantage d'occasions. Il faut encore régler la mire, mais là, voilà, avec un peu plus de précision, tu mènes 2-0 à la mi-temps, c'est pas volé. En tout cas, les occasions, la présence dans la surface, tu l'as de plus en plus les semaines passant. La semaine dernière, on a vu un début de ce qu'on attend, en fait. Moi, depuis le début de la saison, on ronge un peu notre frein sur l'attaque et sur les buts. Mais la semaine dernière, franchement, on n'a pas trop à se plaindre au niveau de la pugnacité offensive de notre équipe. Et là, je trouve que ça concrétise un petit peu l'embellie offensive qu'on voit. Et écoutez, franchement... Puis il y a 2 buts aujourd'hui, quoi. Faut le noter, quoi. Voilà, oui, c'est ça, c'est 2 buts. Après, je suis pas entièrement satisfait de tout ce qu'on fait dans les 20 derniers mètres. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de centres qui sont faits sans vraiment regarder. Ça m'énerve un petit peu. Tu vois, il y a beaucoup de ballons qui sont passés devant la ligne. Et on marque surtout 2 buts de l'extérieur de la surface. Ouais. Donc ça veut dire que dans la surface, dans la zone de vérité, c'est pas encore tout à fait ça. D'où le fait de ces tentatives qui, pour le coup, ont fonctionné. C'est tant mieux pour nous, avec un petit peu de réussite sur le deuxième but. Mais tu vois, comme tu disais, la semaine dernière, c'était 13 tirs, dont 4 cadrés. Bon, il y a une petite embellie encore, mais je sais pas. Je trouve que c'était un peu timoré. Je suis quand même content d'avoir revu Laborde en pointe parce que pour moi c'est sa place et
Je le vois pas autre part, en fait. C'est ça aussi, peut-être le On l'a trop vu autre part, malheureusement. On l'a trop vu autre part, oui. Et à sa défaveur, parce que du coup, son début de saison était un peu raté, on peut pas dire le contraire, hein, pas vraiment décisif. Maintenant, Mofi, lui, a les qualités athlétiques pour être sur le côté. Maintenant, est-ce qu'il a les qualités et l'intelligence qu'il faut sur ce sujet-là, sur ce poste-là? Moi, je pense que oui. Il l'a montré notamment sur le but de Laborde, hein, tout bêtement, hein, en attirant les défenseurs vers lui, parce que ça reste un joueur dangereux. Voilà, moi, j'espère que ça va aller dans ce sens-là, quitte à ce qu'on prenne un peu plus de buts. Si on en met plus que l'adversaire, ça me dérangera pas. Et puis je pense que les joueurs, ils prennent quand même un peu plus de plaisir, non? Enfin, moi, je l'ai vu en tout cas. Puis c'est un vrai but d'attaquant pour Laborde aujourd'hui, donc c'est ça qui va lui faire beaucoup de bien. Oh, quand ça a touché la barre, j'ai eu peur, mais quand elle est rentrée, j'ai hurlé, quoi. Je me suis fait engueuler d'ailleurs. 3 buts, un 3e but pour Gaëtan Laborde, hein, sur ce début de saison. 4 buts pour Terem Mofi également. C'est vrai que c'est assez peu, hein, au final, par rapport à leur fin de saison dernière, notamment à leur standing, à ce qu'on leur sait capable de faire. Mais bon, voilà, on a quand même l'impression que l'association, même si en première période, voilà, on s'est arraché les cheveux pour ceux qui en avaient encore. Et voilà, perfectible, mais en tout cas, on a pris, je pense que vous l'avez dit, ils ont pris plus de plaisir sur le terrain, nous aussi en tribune, malgré la frustration. Ça ressemblait quand même déjà un peu plus à du football offensif et léché. Bon, c'est peut-être un peu exagéré d'aller jusque-là, bien sûr. Puis, si je peux me permettre 30 secondes, on parlait des chiffres de Laborde et de Mofi la saison dernière, oui, mais souvenez-vous bien que Laborde a un vrai déclic offensif en seconde partie de championnat. Il fait 10 poteaux sur les 6 premiers mois quand même. Voilà, c'est ça. Et que Terem Mofi arrive à l'OGC Nice en deuxième partie de championnat. Et donc on voit tous les buts qu'il a... Enfin, on a vu en seconde partie de championnat tous les buts qu'il avait inscrits. Moi, franchement, je m'inquiète pas. Laborde est parfaitement capable de finir avec 10 buts à la fin de la saison, quoi. Et on pourra pas dire que sa saison était complètement ratée. On l'espère en tout cas que cette phase retour sera un peu plus prolifique pour le Gilles, mais en attendant, on est toujours sur la phase aller, encore 2 rencontres. L'OGC Nice est toujours pour l'instant bien calé sur le podium à la 2e place. On a parlé de l'attaque et il y a un joueur dont on n'a pas parlé pour l'instant, et c'est quand même dommage puisqu'en plus c'est le buteur. On sait que Jérémy Moga, il a dit lui-même d'ailleurs en interview d'après-match que c'est insuffisant pour l'instant au niveau statistique, son impact offensif sur le collectif niçois. Un but avec certes de la réussite, mais en attendant, il faut la provoquer, cette réussite, et on l'a vu globalement, indépendamment de ce but qui donne les 3 points au gym, plutôt à son avantage dans ce match-là. En tout cas, c'est du Boga, c'est ce qu'on attend de lui en réalité à chaque rencontre, non pas de marquer, mais d'être un peu ce dynamiteur, ce détonateur devant, et de pouvoir un peu provoquer le bloc adverse et essayer un peu d'ouvrir des espaces pour ses coéquipiers. Moi, je trouve en tout cas qu'il a vraiment été bon. Moi, je lui mettrais, je sais pas, peut-être 6 sur 10 si on se mettait à mettre des notes dans cette émission sur sa rencontre. C'était très correct, et c'est ce qu'on aimerait le voir faire à chaque rencontre. Pas mieux. Moi, j'ai trouvé... en vrai, c'est un joueur qui a vraiment tellement de qualités offensives et techniques qu'il peut vraiment se permettre de... Tu vois, il dribble 2 joueurs sur sa frappe. Moi, j'aimerais qu'il fasse ça à tous les matchs. Après, c'est pas forcément possible, mais c'est incroyable d'avoir un joueur comme ça dans notre équipe. Enfin, il apporte tellement plus qu'un Sofiane Diop, avec tout le respect que j'ai pour lui. Moi, je veux pas qu'il soit sur le banc, ce mec-là. Merci, quoi. Merci d'avoir recruté un joueur pareil. Il est capable de faire des passes et tout. Il est très intéressant, même dans la passe, donc c'est bien. Exactement. Il est très collectif. Il est très collectif. Et puis, en fait, il est intelligent parce que quand il sait que le dribble, il va pas passer, le ballon, il le donne. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est pas je vais tricoter. C'est Saint-Maximin, mais avec de l'IQ, quoi. Avec un cerveau. Hein, je suis désolé pour lui, mais voilà, le mec ne joue pas à l'instinct. Il va dribbler de manière intelligente quand c'est possible, et surtout avec toujours un regard sur ses coéquipiers. Où est-ce qu'ils sont placés? Il sait toujours qu'il y a forcément soit Bard, soit Dante derrière lui. Enfin, j'aime.
J'aime trop. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. J'aime trop. Enfin, son but, même s'il est bien aidé par le pauvre Diouf, pour le coup, son but est superbe. Pancho le disait sur son compte Twitter à la mi-temps notamment, quel dommage de ne pas le voir armer un peu plus de frappes à l'entrée de la surface, parce que c'est vrai que dans la première période il s'est souvent retrouvé dans cette position-là, il a attendu la fin de match pour le faire et il a été récompensé, comme tu le dis, aidé par la faute de main du gardien rémois, mais c'est vrai qu'en fait il s'est souvent trouvé dans cette position de frappe en se réaxant. Bon, peut-être il n'avait pas la visibilité sur le but avec la nasse rémoise de temps en temps pour ne pas frapper, ou peut-être qu'il a joué un peu trop collectif que quand parfois. Il ne sera pas déséquilibré, il pourra frapper, parce que la petite faute sur la cheville de Boga qui n'est pas sifflée. Là, il y avait faute, bien bien sûr. Attends, putain. Non, bon, bref, excuse-moi, je t'ai coupé pour ça. Mais en tout cas, sur ce match, on peut dire que nos 3 joueurs offensifs ont à la fois montré tout ce qu'ils avaient de frustrant, et notamment dans la première période, mais aussi montré tout ce qu'ils pouvaient apporter à l'OGC Nice lors du deuxième acte. Donc on va essayer de s'en réjouir pour une fois, parce qu'on sait que c'est quand même le parent pauvre du collectif niçois pour l'instant, cette attaque. Et dans un match comme ça où la réussite les fuit un peu moins que d'habitude, essayons de le souligner. Je voudrais peut-être rajouter quelques mots, on fait peut-être pas le match trop de façon chronologique sur cette émission, mais bon, c'est pas grave de toute façon. La bonne entrée d'Evan Guessant, on sait ce qu'il peut apporter depuis le début de la saison. Ça a peut-être un peu de mal à se convertir lui aussi en termes de statistiques. En fin de match, il doit mettre ce but du 3-1 sur cette action où il arrive à déborder sur le côté tiens, droit. je lance le débat avec vous, puisqu'on a eu une discussion un peu tendue avec Jérémy pendant le match. Pas tendue non, mais je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Est-ce qu'il doit faire la passe, ou est-ce que le fait qu'il frappe, c'est la meilleure chose qu'il fasse? Moi, je pense qu'il doit frapper. Vu qu'il marque pas, tu peux avoir des regrets, mais à la fois il est quand même bien placé pour frapper. C'est un attaquant. J'ai du mal à lui en vouloir pour ça en réalité. Ok, on est d'accord alors. Ouais, bon, Jérémy viendra défendre son point de vue. C'est un buteur, donc si tu lui demandes de faire la passe alors qu'il est en position de marquer, de frapper, il va pas être d'accord avec toi. c'est mort. Non, mais complètement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais voilà. Et s'il fait la passe et que le ballon ne termine pas au fond, on lui aurait reproché d'avoir fait la passe. Exactement. Exactement. Bien sûr. C'est exactement ça. Je préfère qu'il tente, qu'il rate, plutôt qu'il fasse une passe et que ça marque pas, ou qu'il rate sa passe, quoi. C'est clair. En tout cas, une très belle entrée, dans la lignée de ce qu'il a souvent fait depuis le début de la saison, et qui apporte du coup une solution supplémentaire à cette attaque-là. Bon, j'ai l'impression qu'on a... C'est l'inconvénient de faire des émissions à chaud, c'est qu'on présente aussi du coup l'attaque sous un genre hyper positif, alors qu'on était les premiers à râler, à vouloir insulter tout l'arbre généalogique à la mi-temps, mais bon, c'est pour le coup. Non, mais moi je râle quand même. Je suis pas content tout à fait de ce que j'ai vu, même si je suis content qu'on ait gagné et qu'on ait marqué 2 buts. En vrai, tu dois gagner 4-1 le match et ne jamais faire de l'huile dans les 10 dernières minutes. C'est toujours ça le même reproche en fait, c'est qu'on tue pas les matchs. Non, c'est qu'on tue pas les matchs. Mais moi, le problème, c'est dans les 20 mètres. J'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de prise d'initiative. Et moi, c'est vraiment ça le problème. C'est-à-dire que je pense qu'on a cherché plus à combiner dans les petits espaces et à essayer de se rapprocher le plus possible du but au lieu de frapper. Et paradoxalement, tu marques 2 buts en dehors de la surface. Et paradoxalement, tu marques 2 buts en dehors de la surface. Alors ça veut dire que si on avait pu se tenter en dehors de la surface, on aurait peut-être plus de buts au compteur, tu vois. Il y a un équilibre à trouver, bien sûr, mais voilà, sans compter les fautes à répétition, les pénaltys. Voilà. Bastien, il va en prendre pour sa gueule, je vous le dis. Ça, c'est clair. Ça sera ton dossier de fin d'émission, ça. Parlons peut-être du milieu de terrain niçois avant, messieurs, puisque c'était, on va dire, c'était un peu la vie sans Khéphren Thuram, puisque on sait que Khéphren est touché probablement jusqu'à la fin de l'année civile pour en dehors des terrains. On se posait la question ces dernières semaines. On a eu la vie sans Youssouf, la vie sans Boudaoui. Tout s'est un peu succédé. Et là, c'est un milieu assez inédit au final. Youssouf, Rosario, Sanson. On s'est un peu posé des questions. A priori, Cham Boudaoui était en légère délicatesse physiquement, ce qui explique qu'il n'était pas présent dans le 11. Bon, après, on sait que Pablo Rosario est peut-être aussi le fils caché de Francesco Farioli. Ne vérifiez pas la véracité chronologique et biologique de cette affirmation, mais bon, spirituel en tout cas. Le fils du coach, quoi. Le fils du coach, il en faut toujours. C'est un peu le chouchou. Toujours le chouchou, mais un milieu de terrain qui, au final, je vais pas dire contre toute attente, mais de manière assez étonnante, quand tu vois les noms qui sont alignés sur la feuille de match, tu t'attends à quelque chose quand même d'assez rugueux
est besogneux. Et c'est peut-être un match où le milieu de terrain peut-être aidé. Et c'est vrai qu'on n'a pas souligné ce point-là non plus pour la performance de l'attaque niçoise, mais on jouait face à une équipe de Reims quand même qui n'a pas fermé le jeu et qui laissait beaucoup d'espace, ce qui a permis à nos joueurs de faire parler leur qualité. Mais ce milieu de terrain-là, moi, je l'ai trouvé très à son avantage. Un Pablo Rosario qui, des fois, jouait au poste de numéro 10 de manière assez surprenante, qui ne s'y est pas forcément trop mal débrouillé. Et surtout, moi, j'ai trouvé un Morgan Sanson, en plus d'être auteur de sa deuxième passe décisive de la saison, qui était vraiment au four et au moulin, qui a tout fait, qui a d'ailleurs fait une grande majorité de choses positives. Mais on le disait, hein, Alric, hors antenne, et on le disait dans les dernières émissions, on attendait que Morgan Sanson soit peut-être davantage visible, davantage porté sur l'offensive et stat plus. Depuis qu'on l'a dit, je sais pas que c'est grâce à nous. Hein, ah mais si, moi je vais le dire. Morgan, si tu écoutes avant Tinissa, on te préfère largement que l'ancien Morgan du milieu de terrain. Oui, voilà, donc ça fallait pas le dire. Hein. Mais voilà, enfin, on a vu vraiment une évolution dans le jeu de Morgan Sanson. Et là, c'était peut-être la première fois que c'était lui véritablement le patron du milieu de terrain sur cette rencontre. Oui, complètement. Mais surtout, moi, le mot-clé, en fait, si vous voulez, de ce milieu de terrain, c'est décomplexé. Je les ai trouvés décomplexés. Je me posais un peu la question de voir Rosario au milieu avec les deux autres. Rosario décomplexé avec ses pieds, hein, ce qui est incroyable quand même. Oui, non, mais en fait, il n'a pas fait de grosses erreurs qui font dire, mon Dieu, mais il fallait pas faire ça. Non, je les ai trouvés bons. Morgan Sanson est encore une fois incroyable. Je pense qu'il retrouve petit à petit le niveau qui avait été le sien au tout début de la saison et même pendant la préparation, où on le voyait même se projeter vers l'avant. Enfin, à un moment donné, il est quand même en possession du ballon dans la surface de réparation. On se dit, il va frapper, ça va être bien et tout. Mais non, très très bien ce milieu de terrain avec Youssouf derrière qui contrôle. Moi, ça m'intéresse de voir qu'en fait tu peux changer les joueurs sans perdre vraiment en qualité. Je trouve que Francesco Farioli a fait un très bon travail pour remettre en selle les joueurs qui en avaient besoin. Et petit message à Brice, le roi Morgan est toujours le roi Morgan dans ton esprit, il n'y a pas de souci, mais Morgan Sanson c'est quand même vachement meilleur. Non, si je peux intervenir là, moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était non seulement l'assurance qualité du milieu de terrain qu'on a eu là, et vous savez à quel point je dis les choses sur Pablo Rosario, mais là force est de constater que il a été très très bon aussi, et Morgan Sanson incroyable. Bon, Pablo Rosario, petite perte de balle qui mène à une frappe sur la barre, à part de Reims quand même, mais bon. Une seule perte de balle. Qui ne perd pas de ballon à ce poste-là non plus, effectivement. Non, à un moment donné, ça arrive, c'est obligatoire, mais je sais pas, on retrouve Sanson, à un moment donné, il est ailier, quoi. Je veux dire, frérot, qu'est-ce que tu fais? Non, franchement, c'était top à voir, hein. Vraiment, ça fait plaisir de le voir comme ça, et surtout avec un Youssouf qui contrôlait bien l'assise défensif de ce milieu-là. Maintenant, ce que j'ai encore plus apprécié, et que j'avais l'impression de pas avoir avant, et vous me direz peut-être si je me trompe, mais moi, c'est la portée offensive de ce trio, qui évoluait quand même après très très haut sur le terrain, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à voir. Ce qui a failli nous coûter cher à certains moments, mais c'est ça nous coûter cher. C'est l'ambition en fait. Il y a beaucoup d'ambition dans le jeu. Il y a un équilibre à trouver, mais comme je disais tout à l'heure, je préfère voir un peu plus de qualité offensive qui t'apprend plus de buts si, bien sûr, c'est efficace. Et moi, j'ai l'impression que l'incursion des milieux de terrain dans les 20-16 derniers mètres, c'est très intéressant parce que ça donnait des solutions de passe en plus et ça surprenait l'arrière-garde de Reims, quoi. Et moi, j'ai trouvé que ça a aussi contribué au fait qu'on ait un petit peu plus d'occasions depuis 2 matchs. Parce que c'est depuis 2 matchs qu'on voit ça. Est-ce qu'on n'est pas justement devant l'exemple du dépassement de fonction qu'on a longtemps réclamé dans cette émission, et vous aussi, chers auditeurs, auditrices, en tribune, sur votre canapé, en tête à tête amoureux avec votre conjoint, votre conjointe, sûrement aussi. C'est beau ce que tu dis. Ouais, t'as vu, c'est poétique. Je vais pas trop rester longtemps dans la poésie, je vous avoue. Non, mais c'est moins scolaire, tu vois. Enfin, c'est moins scolaire, en fait. C'est plus d'allant, quoi. Mais ça, on le voit notamment avec le positionnement des ailiers, mais non, des latéraux, c'est un lapsus, qui sont très très hauts sur le terrain, qui rentrent dans l'axe. Là aussi, il y a un dépassement de fonction qui amène le surnombre au milieu de terrain. Je trouve que ce que demande Francesco Farioli et ses joueurs, c'est de créer finalement du surnombre et du décalage. Et quand on voit le positionnement des joueurs qui prennent le risque d'aller très haut, quitte à parfois se faire prendre
un petit peu dans le dos. Cette expression est très bizarre quand on la sort du contexte. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas peur d'aller haut sur le terrain, et parfois on se fera prendre un revers, on prendra des buts, c'est clair. Mais si l'équipe se relâche par rapport au fait de prendre des buts, tout ça, si on arrive à se décomplexer par rapport à ça, on aura beaucoup plus d'occasions, c'est clair. Est-ce que c'est pas l'effet de l'effet bénéfique au final de cette défaite à Nantes, de dire on arrête notre série d'invincibilité, la question de la série de clean sheets, tout ça, jouons notre jeu, jouons de l'avant. Ouais, je suis d'accord. Final, on sera probablement récompensé. Ça s'était un peu vu en fin de match face à Nantes. Et là, moi, si je devais retenir une chose de ce match face à Reims, alors au-delà de la maman de Younis Abdelhamid et de la capacité de réaction de l'OGC Nice, c'est vraiment cette volonté d'en faire plus offensivement, d'être plus nombreux aux avant-postes. Des fois, ça ne marche pas très bien. On a vu Pablo Rosario se jeter vers le but alors qu'il y a peut-être de la place en retrait. On a vu certaines fois des petites pertes de balles, tout ça. Mais il y avait moi, je sens que pendant le match de Nantes, s'est opéré une fracture dans cette équipe de se dire jouons plus crânement notre chance et in fine, on en sera probablement récompensé. Ça n'a pas marché la semaine dernière. Et là, moi, je trouve que c'est ce qui fait la différence probablement entre un match nul et une victoire aujourd'hui. Ce qui est intéressant en plus, c'est que ça le fait contre une équipe comme Reims. Reims, c'est quand même solide, quoi, tu vois. Qui est 3e meilleure attaque du championnat, donc. Exactement, ouais, tout à fait. Souvenons-nous que contre Nantes, si Alban Lafont réussit pas le match de sa saison, tu gagnes ce match-là. Parce que tu as beaucoup plus d'occasions qu'eux, même si eux ont des occasions très nettes, tu as quand même beaucoup plus d'occasions qu'eux, et tu peux largement en mettre un ou deux. Donc, je pense qu'il y a un vrai changement maintenant au sein de ce collectif, et je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. Prendre des buts, certes, ça fait râler, mais si ça te permet d'en mettre un peu plus, parce qu'en fait, tu te relâches complètement, faisons ça. Alors que je gardais un œil sur les résultats des matchs qui se terminent, là, du coup, de Ligue 1, le multiplex de 15h, vu qu'on enregistre là ce dimanche après-midi en rentrant du stade. Match nul de Lille à Clermont, du coup, l'OGC Nice prend 5 points d'avance sur ses amis lillois. Victoire malgré tout de Brest à Metz, mais du coup 7 points d'avance maintenus sur le Borussia Éric Roy, voilà, qui est visiblement un surprenant 5e. Bon, je pense que le fait d'avoir Pierre Lesmelou au milieu de terrain, ça aide un peu quand même à voilà. la vie. Voilà, je suis obligé de le placer. Tout de suite, il s'énerve là. Non, je m'énerve pas, je reste en toute mauvaise foi. On va bientôt parler de Melvin Barr, ça va me calmer. Voilà, passons peut-être à la ligne défensive justement. Alors, bon, moi j'ai un côté là où je sens que je deviens un peu trop exigeant avec cette défense. Je me dis, putain, merde, c'est quand même 2 matchs d'affilée qu'on prend un but, les gars. Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, tu restes meilleure défense d'Europe, naturellement. Sur le but, je pense qu'il y a 2 écoles. Il y a ceux qui se plaindront peut-être de la réaction smashlesque de Bulka sur le but. Je pense que c'est quand même difficile pour lui d'aller plus vite au sol et de sortir cette tête. Je pense plutôt qu'il est un peu abandonné par sa défense. Une défense, malgré tout, soulignons-le, orpheline de Dante qui se prend on va dire un coup, hein, au mieux, juste sur cette action-là. Bon, c'est un peu discutable peut-être, mais voilà, une défense qui au final, globalement, face à une très bonne attaque de Ligue 1, 21 buts marqués du coup, après 15 journées, a relativement tenu le choc, éteinte complètement en première période, hein, l'attaque rémoise, en deuxième mi-temps. Bon, on les a un peu vus les 10 dernières minutes quand ils ont fait les fifous, mais au final, on n'a jamais vraiment tremblé. Allez, il y a la barre de Juanito, peut-être un peu. Ouais, mais il y a l'occasion ratée de Abdelhamid en première mi-temps aussi, hein, sur le coup franc de Thomas. Hein. Celle-là, franchement. Sur un coup de pied arrêté, du coup. Ouais, d'accord, mais on est totalement absent sur cette action-là. Et ça a failli nous coûter très très cher. Donc, oui, Dante a bien râlé sur cette action-là. Parce que, très honnêtement, vraiment, la défense apathique qui n'a pas suivi le joueur. Bon, du coup, peut-être quelques réserves sur notre défense qui, bien sûr, reste très largement le secteur fort de notre équipe. Mais sur cette rencontre, du coup, peut-être un petit relâchement. Voilà, on prend un but par match. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Le retour d'Ensoki au mercato d'hiver, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je suis pas. Quand il faut dire du mal de notre défense, il y a moins de monde. Hein. Non, mais je suis pas. Ouais, non, je suis pas si alarmiste que ça.
Je trouve que c'est surtout ce qu'on paye en transition offensive, quoi, mais j'ai trouvé plutôt solide. Après, peut-être moins concentré sur certains moments du match parce que des faits de jeu, parce que machin, mais là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à reprocher. Et puis, franchement, venir reprocher son schmeichelisme à Boulka sur le but, oui, on invente de nouveaux mots ici. Avant-ti dictionnaire. Dico. Non, mais non, je sais pas, franchement... Non, c'est plutôt un relâchement global en fait dans le dernier quart d'heure qui pose problème vraiment, parce qu'en fait ce but rémois, il intervient dans une période où tu sais plus trop quoi faire. T'as pas tué le match pendant les 10 minutes qui ont suivi le but de Gaëtan Laborde, et dans le dernier quart d'heure il y a un côté un peu apathique de l'ensemble de ton équipe, où on recommence à faire ces séquences de jeu à toi, à moi, dans le rond central sans qu'il y ait trop de mouvement. Le problème, c'est que les Rémois sont un peu plus hauts sur le terrain et deviennent un peu plus agressifs sur le pressing. Hop, on l'a vu tout de suite, barre transversale de Ito. Juste derrière, quasiment, tu encaisses le but d'Abdelhamid. Donc, moi, ce que je reproche à l'équipe, c'est un relâchement global qui a duré un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, mais qui pose problème, parce qu'en fait, tu n'as pas tué le match, et si tu n'as pas ce but un tout petit peu chanceux de Boga à la fin, tu repars sur un match nul. Donc c'est un peu ça que j'ai envie de leur reprocher sur ce match-là. Faute sur Dante ou pas, selon vous? Je pense que oui. Sur le but. Moi, stade, j'ai du mal à te dire l'inverse, mais bon, après, je sais très bien que du stade... Du stade, en plus, tu n'es pas très objectif. Non, voilà. Pour moi, il y a faute. Du stade, quoi, pour moi, il y a faute. Et franchement, très honnêtement, si Abdelhamid il met pas son but sur le centre, le bijou qu'il envoie Ito, c'est vraiment un enculé. Ouais. Je le dis clairement. Hein. Franchement, le centre, il est incroyable. C'est après, l'action est belle. But qu'Abdelhamid. L'action, elle est dingue. L'action est belle, le centre est beau. Ils savent faire des centres, contrairement à... Pardon. Ah non, mais... On peut le dire, ça reste un axe de progrès majeur de notre équipe. Bien entendu. Les centres. Parlons de ce but quand même de Younis Abdelhamid, et surtout de sa célébration. Bon, alors apparemment, on vous dit ça là dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent la fin de la rencontre. Bon, voilà, sur les réseaux sociaux, on a sorti le +4 du Ono, Ménis est raciste, et du coup, il a réagi à ça. Bon, voilà, donc a priori, je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, puisque je n'ai pas la prétention d'avoir l'ouïe parfaite, mais en attendant, dans la tribune, j'ai probablement moins bien entendu ce que Abdelhamid a lui entendu sur la ligne médiane. Bon, je suis perplexe. En tout état de cause, partons du principe que c'est encore un mytho sur notre cul, comme généralement. Comme ça arrive souvent, là, comment expliquer cette réaction perplexifiante? Il a fait l'action que Dante n'a pas réussi à faire il y a 15 jours contre Toulouse, puisque c'est quand même lui qui est à la relance et qui marque son but. Après, voilà, nous, on n'a pas été attentifs. On a un joueur qui est au sol. On a passé plus de temps, je trouve, parfois, à râler auprès de l'arbitre sur certaines actions. Voilà, c'est un peu ce que je reproche. Voilà, il nous manque encore ça sur ce match-là, un peu comme contre Nantes. Et puis en plus, avec une autre erreur de Pablo Rosado qui aurait pu nous coûter très cher, je trouve qu'on a fait un peu trop d'erreurs là en fin de match, et il faudrait vraiment arriver à tuer les matchs plus tôt et à corriger ces petites bavures en défense. Je sais pas. Moi, le but de Abdelhamid, en fait, j'ai du mal à reprocher quoi que ce soit à la défense sur ce coup-là, même si je trouve qu'au marquage, on n'est pas Tu es un de moins, donc j'imagine que déjà dans l'alignement par rapport à ce que tu travailles. Il n'y a pas d'entre au marquage, donc oui. Pour moi, c'est biaisé, tu vois, donc, je sais pas, après... mais c'est dommage de le prendre, parce que je pense qu'on peut quand même l'éviter, tu vois. Mais, oui, pour moi, c'est un but évitable dans la construction, évitable. En fait. C'est évitable avant que Dante subisse une faute. Pour moi, c'est évitable. Dans la perte du ballon, c'est évitable. Maintenant, c'est le football, hein, on perd des ballons, on en gagne. Par contre, l'autre avec sa célébration, voilà quoi. Mais bon, lui, il avait le droit de chambrer et de célébrer. Non, mais mais Francesco Farioli, non. Pour Will Steele, par contre, Francesco Farioli, lui, non, ça ne se fait pas du tout. Ce n'est pas du tout la classe à l'italienne. Ouais, non, mais c'est pas ça en fait. C'est même pas ça qui me dérange. C'est que là, depuis 2 saisons, et comme par hasard, c'est depuis qu'on a installé ces putains de filets. Voilà. Il y a des mecs
qui vient de marquer ici. Et c'est pas le premier, je l'avais déjà souligné dans un match à domicile. Gauthier Hain l'année dernière avec Auxerre. Ouais, je l'avais déjà souligné. Qui se voient pousser des couilles, en fait, quand ils marquent contre nous. Alors qu'il n'y a pas d'animosité particulière avec les Rémois, il me semble, à ma connaissance. Même une équipe que j'apprécie voir jouer. Maintenant, ça reste. Mais maintenant, les gars, ils ont décidé de nous détester. Et en plus de sortir, comme tu as dit, le +4 au Uno, j'adore l'expression. C'est le +4. Tu vois, le même avec Ilugi qui sort. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça à quoi j'ai pensé. Il va falloir arrêter là. Faut arrêter parce que s'ils ont décidé de nous détester, les mecs, je vais le dire clairement, ne venez pas à la plage chez nous en fait. Parce qu'il n'y aura pas de débarquement allié. Quand on va vous trouver, ça va pas le faire, en fait, à un moment donné. Après, déjà, Will Steele, la plage, je suis pas sûr que ce soit très indiqué pour lui. Ouais, lui, il y va pas parce que sinon il crame. Mais les autres, les gars qui viennent faire les touristes après l'été, les gars, il va falloir arrêter à un moment donné parce que il y a des gens qui vont pas aimer. Je vous le dis, clairement. À un moment donné, il faut arrêter. Bon, pour l'instant, à suivre une éventuelle réaction du club. Hein. Bon, ils vont peut-être prendre acte aussi, comme d'habitude. Mais bon. Non, mais c'est surtout que c'est du mensonge. C'est du mensonge éhonté. C'est de la diffamation. Donc, à un moment donné, les gens sur les réseaux sociaux qui s'inventent des vies, qui n'étaient même pas au stade, et qui disent ouais, j'ai entendu ça à la télé. T'étais au stade? Non, ferme ta bouche. Alors, à un moment donné, c'est bon, quoi. Faut arrêter. Hein. Là, je commence vraiment à avoir un peu les boules contre ce genre d'individus qui commencent à cracher. C'est toutes les semaines maintenant. Oui, c'est ça en fait. C'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est un putain de running gag en fait. Donc maintenant, sans revenir sur les malheureux événements de Nantes, hein, sur lesquels non, mais même sans parler de Nantes, mais avant. Non mais Nantes, le pauvre Maxime, quoi. Il a pas demandé à se prendre un coup de couteau. Et puis voilà, franchement, ça devrait pas arriver ce genre de choses là. Mais les mecs qui en profitent après pour dire oui, bah vous voyez, c'est encore les méchants niçois. Putain les gars, arrêtez, à un moment donné, ça va vous tomber sur la gueule, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et quand on va vous expliquer, tu dis ah mais non, mais monsieur, j'ai rien fait. Moi, maintenant, je dis, hein, aujourd'hui, je vous le dis, j'ai entendu salade niçoise. Quand je suis allé au marché, j'ai vu 2 individus, là, qui étaient pas du tout niçois, qui sortaient des trucs un peu salade niçoise et tout. Je les ai regardés, franchement, ils ont pas aimé comment je les ai regardés, je leur ai dit. Les gars, calmez-vous. Vous êtes pas chez vous ici. Tant qu'ils n'ont mis ni haricots verts ni patates dans leur salade niçoise, je pense qu'on peut leur pardonner. Non, mais sans déconner. Passons ce nouvel épisode. Bon, après, c'est aussi la guerre des réseaux. Hein. Bon, on peut aussi parler des commentateurs Amazon Prime qui, des fois, en rajoutent ou règlent leurs différends avec le club. On pense à Jérôme Alonso, notamment, sur notre dos. Mais bon, voilà, notre dos est large. On tend l'autre joue, on prend acte. Et puis, voilà, c'est bientôt Noël. On est 2e de Ligue 1. On peut pardonner à tous ces gens-là de jalouser notre place, certes. Parlons peut-être un peu encore du terrain. Ben, oui, c'est encore, je pense, le plus intéressant sur cette rencontre. On a un peu fait le tour de toute ligne. Hein. J'avais rappelé quelques statistiques déjà. 15 tirs, 5 cadrés, 52% de possession de balles. Et au final, tu tires plus, tu as plus le ballon, tu fais plus de passes que ton adversaire. Donc en fait, bien sûr, les stats, ça n'illustre pas tout, mais à part cette fin de match où, comme d'habitude, tu fais de l'huile, mais bon, c'est limite l'ADN du club. Tu domines encore de la tête et des épaules un adversaire qui était dans ta zone européenne, on va dire. Aujourd'hui, ça te permet de les mettre à 9 points, 3e meilleur départ de l'histoire de l'OGC Nice, hein, après 72-73 et 2016-2017, 32 points. En 15 journées, tu as plus de 2 points par match, tout simplement. Merci le master en maths, là. 32 par 15. Voilà, on se demande chaque semaine quand est-ce que ça va s'arrêter ou quand est-ce que le G6 va baisser de régime. C'est toujours pas cette semaine-là. Il reste certes 2 rencontres au Havre et puis la réception de Lens, qui est bien revenue et qui est désormais, en tout cas pour l'instant, 6e de Ligue 1. J'ai envie de vous poser la question tout simplement, messieurs. Alors on a vu, il y a des progrès un peu dans l'animation offensive. On voit, malgré le turnover et notamment au milieu de terrain, là sans Kefren Turam mais partiellement sans Hicham Boudaoui, quand même un niveau de jeu qui est extrêmement convaincant, même si perfectible, bien entendu. Tout simplement, on se dit qu'est-ce qui a amélioré là, que ce soit à court terme dans les 2 prochaines semaines ou au mercato d'hiver. On sait qu'il y a des noms d'ailier droit, hein, notamment qui circulent et on peut comprendre. Voilà, effectivement, qu'il y aurait un manque à ce poste-là, même si on voit très peu Aliou Baldé finalement, et c'est peut-être le regret que j'ai pour l'instant.
Et à plus court terme, dans les prochaines semaines, et par exemple au Havre dès le week-end prochain, est-ce qu'on reconduit l'équipe qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce qu'au final, ce n'est pas ce qu'on a de mieux en stock compte tenu des joueurs présents et de ce qu'on a pu voir cet après-midi? Bah moi, je remettrais Boudaoui au milieu de terrain, par contre, s'il est À la place de physiquement. qui? À la place de Rosario, je pense. Parce que je pense que Boudaoui sera un aussi bon numéro 10 que Oui. le Pablo Rosario de Totalement. Rosario. Totalement. D'accord. Et tu sais, et tu en es convaincu, toi aussi, c'est juste pour la boutade que tu poses Oui, la question. effectivement. Mais non, mais c'est le talisman, faut pas oublier. C'est le talisman. Voilà, Le Boudaoui donc, est en partie. D'ailleurs, s'il n'était pas entré en fin de match, je suis sûr qu'on aurait perdu. Voilà. C'est évident. Cet argument Il a pas touché un ballon, je crois, mais c'est évident. Non, moi je reconduirais, je pense, le même 11 avec Boudaoui au milieu de terrain à la place de Rosario. Et moi, ce que j'aimerais que l'on corrige pour les 2 prochains matchs, parce qu'on va quand même affronter le Havre, qui est une équipe qui fait un championnat, une première partie de saison très correcte, et une équipe de Lens qui, elle, est invaincue et continue sa remontée au classement, c'est de la justesse dans les transmissions dans les 20 derniers mètres. Parce que, sans aller jusqu'à répéter ce qu'a dit un de nos amis, on n'est pas la plus mauvaise équipe dans les 20 derniers mètres, mais quand même, il y a 2-3 fois ni où la tu meilleure serres ni les la dents pire. et tu te dis c'est compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué. Donc je pense que c'est vraiment la première chose à corriger, c'est celle-là. C'est améliorer la justesse dans les transmissions, parce que il y a des actions que tu foires alors que tu fais la différence sur un dribble, sur une passe qui casse des lignes, et au moment du dernier geste, tu te foires complètement. Tu mets le ballon sur le seul pied qui est au milieu de la surface de réparation, et ça par contre c'est pénible. Ça par contre c'est pénible parce qu'en fait, à chaque fois qu'il se passe des actions comme ça, t'as l'impression que tu trouveras jamais la clé. Et c'est ce que je me suis dit avant le but de Boga. Je me dis, mais là, on a marqué un but, on a verrouillé, on s'est fait prendre à notre propre jeu, on marquera pas le deuxième but, c'est impossible. On est tellement trop mauvais dans les 20 derniers mètres que ça va devenir compliqué. Donc, ouais, moi, je pense qu'il faut vraiment améliorer ça. Qu'est-ce que je pourrais dire après tant d'éloquence Non, mais c'est vrai, moi je trouve. Il parle bien, Alric, moi j'aime bien quand. C'est pour ça qu'on le garde, je pense bien. Concentré à l'écouter. Le mec, il a oublié qu'il était avec nous, tu sais. Ah. Ouais, j'étais là. Putain, mais j'écoute l'émission en direct, c'est génial. non, je reconduirais bien l'équipe d'aujourd'hui, mais pareil, je suis assez d'accord avec vous. De toute façon, pour moi, c'est l'évidence que Boudaoui doit être titulaire. Voilà, parce que c'est Boudaoui, tout simplement. Par contre. Ça, c'est le meilleur argument du monde. Oui. Meilleur argument, oui, ça ne souffre d'aucune contestation. C'est le prince de Béchard. J'ai presque envie de dire le prince de l'Alliance, de toute façon. Mais... non, par contre, le changement que j'opérerais, c'est par contre que Lotomba retourne sur le banc pour laisser la place à Rosario. Je trouve que il est meilleur que Lotomba sur le côté droit. Ah, je suis pas d'accord. En tout cas... Ah ouais, moi je suis. Je suis pas d'accord. Pas trop de ballons pour moi, le Tomba, j'arrive pas. J'aimais bien l'année dernière, mais là cette année, j'arrive pas. Je sais pas ce qui se passe, mais. Ça crée un upgrade entre celui de l'année civile 2023, en tout cas du début, et de ce qu'on voit depuis le début de la saison, sans être mauvais. Le jour et la nuit. Mais par contre, non, parce que moi je l'aime bien, j'ai rien contre lui. On le trouve plus discret ces dernières semaines. J'ai rien contre lui, et alors vous savez ce que je pense de Rosario au milieu de terrain. Ouais. Hein, vous savez de Rosario globalement, c'est ce que tu penses. Rosario globalement, ouais. Bref, bref. Allez. Mais non, et le truc le garçon de caractère que j'aimerais voir plus, mais c'est compliqué, c'est Perrault. Mais bon, c'est compliqué vu son poste et la concurrence qu'il a en ce moment avec il a un mec qui est Melvinho, Bardinho. C'est Euro 2024. Melvin Barr, Euro 2024. Le but du titre face à l'Allemagne, c'est lui sur un centre. Écoute, je l'ai entendu au stade la semaine dernière. À la Kafumba Koulibaly. Mais non, oui, l'Allemagne ne passera pas le premier tour. Hein. Ce sera contre l'Angleterre ou ce que vous voulez. Mais bref. Non. En tout cas, moi, ce que j'ai envie qu'on voit là prochainement au Havre et contre l'Excellence, c'est continuer sur cette voie-là, sur cette volonté de mettre plus de buts. D'étouffer l'adversaire offensivement, parce que ce que j'aime bien aussi, c'est que notre ligne défensive, elle est toujours aussi haute quand on a le ballon. Et voilà, continue sur cette voie-là. On prendra des buts. Tant pis pour les records, tant pis pour les stats, tant pis pour les on a de la marge en plus quand même. On a de la marge. Oui, on a largement de quoi faire. Mais j'ai envie de continuer sur cette voie-là. Et une autre personne que j'aimerais voir plus,
Mais ça fait 3 ans qu'on le dit, c'est Claude Maurice, hein, mais c'est encore une fois, c'est un peu compliqué de le placer dans une équipe qui tourne bien. C'est toujours difficile de déboulonner un joueur pour donner du temps à un autre. Sa rentrée est pas mauvaise. Hein. Il fait une bonne rentrée. Hein. C'est un peu le problème Claude Maurice. T'es toujours à peu près content de le voir rentrer à 10 minutes de la fin. Genre, il apporte un peu de jeu, c'est intéressant. Et puis, par contre, quand tu le vois plus, tu te souviens pourquoi tu ne le vois qu'en fin de match. Pour l'instant, malheureusement. Il y a ça aussi. Maintenant, est-ce qu'il a eu des équipes qui étaient qui jouaient un peu comme lui aime jouer, hein. Il y a ça aussi. Bon, il n'a pas eu trop de chance avec nous à ce niveau-là. Mais bon. J'espère le voir plus ainsi que Romain Perrault parce que je suis trop content qu'il soit revenu et que c'est dommage qu'on le voit pas assez. Voilà. On va dire que c'était ton dossier, hein. À moins que tu en aies encore un à dégainer, on va passer la main à Alric sur l'éventuel dossier, un joueur, une actualité dont on n'aurait pas beaucoup parlé. C'est vrai que il y a eu le Calena Tour du coup qui s'est terminé sur cette journée de dimanche, je vais y arriver. Une magnifique initiative citoyenne de l'OGC que vous avez forcément suivi, j'imagine, si vous êtes abonné à leur réseau et du coup qui fait un peu événement de Noël avec un bénéfice pour les enfants, mais pas que, toutes les actions, les associations liées au fonds de dotation de l'OGC Nice. C'était quand même important de souligner quand le club fait d'aussi belles initiatives et couronnées de succès, et que toute la famille rouge et noire peut y répondre et peut s'investir. Voilà, ça forcément on en parlera un peu moins que le +4 Nice est raciste, hein. Mais bon, comme par hasard. Alric, pardon, du coup, quelque chose que tu aurais vu sur ce match-là ou globalement dans la semaine du gym? Non, mais c'est bien, tu as fait ton dossier en même temps, donc c'est parfait. Moi, on n'a pas le temps d'attendre, c'est parti. Je vais juste partager une réflexion. C'est par rapport à ce que tu disais, Sky, tout à l'heure. On ne sait pas quand est-ce que l'embellie de ce début de saison, c'est même plus un début de saison, puisqu'on arrive à la moitié de la saison, là, dans 2 matchs. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et c'est là où moi, ça m'agace un peu. C'est que même nous, qui profitons de cette demi-saison presque, qui est quand même excellente, hein, sur le papier, dans les résultats, dans tout ce que vous voulez, même dans l'approche du club, du collectif, les joueurs, tout ça, on se dit, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et c'est là où moi je dis, mais pourquoi il faudrait que ça s'arrête en fait? Et parce qu'on le connaît, ce club, on le sait, c'est la dernière, on sait qu'on va être déçu à la fin, c'est obligé. Je sais pas, c'est quoi être déçu? Si tu finis sur les 3 premiers, t'es déçu? Excellent débat, vous avez 4 heures. Si tu finis dans les 3 premiers, t'es pas déçu? En 2016-2017, tu as 3 défaites dans la saison, tu finis sur le podium, tu réalises une saison excellente. Bien sûr qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais le titre, peut-être. Mais t'étais meilleur que Paris, t'aurais dû terminer 2e cette saison-là. Ah oui, j'en d'accord. Toutes ces années après, tu vois. Dire, tu leur marches dessus aller-retour à Paris et sans l'épaule de fragile d'Albert, tu les bats au parc et tout. Mais enfin, c'est voilà. Bon, après, et pour l'instant, tu as déjà battu à chaque fois. Et pour l'instant, tu as déjà battu Monaco et tu as déjà battu Paris. Donc, à un moment donné, et Marseille, ça n'a rien à voir, mais rappelons-le. Et on n'a pas battu Lyon. Ça fait toujours. On n'a pas battu Lyon. C'est la grosse déception. On a perdu des points qui étaient importants aussi pour rester vraiment collé au talon de Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, tu as ton faux pas à Nantes, mais clairement, c'était Morgan Sanson qui l'a dit. Morgan Sanson qui l'avait dit. Ils ont été meilleurs que nous. Bon, ben voilà, à partir de là, c'est indiscutable. Mais aujourd'hui, pourquoi ça s'arrêterait? Parce qu'aujourd'hui, tu vois une équipe de l'OGC Nice qui commence à aller un peu plus vers l'avant, qui commence à se créer un peu plus d'occasions, qui marque 2 buts aujourd'hui. On dit ça comme si c'était fantastique. Mais oui, ça l'est, puisque on avait pris l'habitude de marquer qu'un seul but par match. Pourquoi ça s'arrêterait? Tout fonctionne pour l'instant. Et là, en plus, si tu sors sans défaite contre Le Havre et contre Lens, franchement, tu réalises une très très bonne première partie de saison. Donc, il n'y a que la CAN, en fait, si vous voulez, qui reste un élément qui, moi, me fait un petit peu peur parce qu'on va perdre pas mal de joueurs. Mais je pense que c'est largement gérable. Sans se la péter ou quoi que ce soit. Pour l'instant, s'ils ne sont pas blessés, c'est ce que j'allais dire. Il y a ça aussi. Effectivement, la CAN, ça peut faire peur. Oui, mais tu as raison, Alric, de dire que maintenant, on n'est plus sur une embellie, on n'est plus sur un début de saison réussi. C'est une moitié de saison dans 2 matchs, là, donc bon. Tu as raison. Un peu d'optimisme, vous avez raison. Écoutez, on s'est imposé, je trouve, moi, en tant que équipe référence cette saison. Et c'est bien pour ça qu'on nous déteste, d'ailleurs, et ça fait plaisir. Mais je pense que oui, en plus. Franchement, continue de détester. Ouais.
Ça, c'est le kiff. Ça me rappelle il y a 25 ans, quand toutes les semaines, tu te faisais traiter de nazi et tout. Voilà, petite vibe rétro. Ça revient à la mode, le rétro, il paraît. Moi, j'aime bien. Et puisqu'on est sur de la petite vibe rétro, voilà, dernière bonne nouvelle pour vraiment couronner un week-end plaisant et quasi parfait pour les supporters de Nice. Cannes s'est fait sortir par une équipe de Régional 1 en Coupe de France. Voilà, allez, c'est gratuit, ça fait plaisir. Waouh, cette émission de décousu incroyable. Voilà, mais oui. On était obligé. J'ai vu le résultat par hasard. Je me suis dit, le week-end est parfait. Par hasard, il a vu le résultat par hasard. Exactement. Messieurs, je vous remercie d'avoir fait cette émission avec moi. Voilà, un ton un peu plus décalé que d'habitude, mais bon, je pense qu'on a quand même été assez on va dire correct, intéressant dans l'analyse, j'espère en tout cas, parce que c'est le but. Après, si finalement ça vous intéresse davantage de nous écouter balancer des vannes et des saloperies, dites-le nous aussi, ça nous évitera de préparer l'émission et d'activer notre cerveau. On peut aussi se transformer en bourrin. On est polyvalent comme Pablo Rosario, voilà, on perd de temps en temps quelques balles aussi, mais voilà. Je peux corriger l'info. Oui. Sur la SCAN, ils se sont fait sortir par une DH. Ah, encore mieux. Écoute, le double effet qui se coule. On vient d'atteindre le morceau, la partie fourrée du biscuit, tu sais. T'es là, une délicieuse cette pâtisserie, et après, non, tu as le nectar à l'intérieur. Bon, Alric Torkel, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à toi, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music et plein qu'on connaît même pas, mais certains d'entre vous nous écoutent sur ces plateformes-là, et l'essentiel, c'est que vous nous fassiez honneur avec votre fidélité. On apprécie vachement. On va terminer l'année civile avec vous, avec, on espère, le GC Nice sur le podium, et puis voilà, on continuera comme ça. Pour nous, c'est un kiff. On espère que pour vous aussi. On se retrouve très vite. À la semaine prochaine, et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.